surtout, on a le plaisir donc d'accueillir cette suite de journées professionnelles de l'Anacofi qui s'ouvre sur ce thème de l'éthique et l'ESG dans les métiers de la gestion de patrimoine et de la finance d'entreprise. Benjamin, à toi la parole. À vous. Donc vous avez chacun un micro. Bonsoir. Donc moi je suis Florent Guic, je suis le président de la commission finance d'entreprise à l'Anacofi. C'est en gros la commission qui représente tous les métiers parfois réglementés mais qui ne sont pas forcément ceux de conseiller en gestion de patrimoine. Donc on a une commission qui se réunit 4, 5, 6 fois par an. Ceux qui sont motivés pour venir nous rejoindre, je leur dis bienvenue parmi nous. Et l'idée de ce soir c'était d'élargir un petit peu plus le spectre des réflexions, notamment sur la thématique qu'a proposé Benjamin, et je lui passe la parole puisque ce soir c'est lui le maître du bal. Bonsoir. Je m'appelle Benjamin, je travaille pour le groupe Orion, je suis directeur général du groupe Orion. Vous avez peut-être entendu parler, ceux qui sont CGP notamment. Et David m'a proposé d'être président de la commission ESG de l'Anacofi. Alors j'ai accepté avec joie une condition, c'est que je lui ai dit je ne vais pas faire du juridique, du label, de la réglementation, etc. Parce que j'ai l'intime conviction que ça ne sert pas la cause, que ça a été beaucoup galvaudé ces dernières années et que ça a provoqué une forme de défiance vis-à-vis de l'épargnant et de ceux qui ont la main sur l'épargne par conséquent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de poser des petites graines dans la tête de chacun d'entre nous, et notamment vous qui êtes tous chefs d'entreprise ici, en tout cas pour la plupart, et une certaine hauteur de vue sur ce que sont ces trois piliers, le E, le S et le G, qui sont juste une manière d'analyser, de représenter la valeur de la responsabilité sociale d'une entreprise. Et ces trois piliers qui valent ce qu'ils valent, puisqu'ils sont là, pour moi, le plus important, le principal et celui sur lequel par lequel il faut toujours commencer, c'est le G, c'est la gouvernance. Parce que si la gouvernance n'est pas habitée par ces sujets, on peut dire tout ce qu'on veut sur le reste, il ne se passera jamais rien. Comme vous êtes tous des gouvernants à votre échelle, soit dans des cabinets avec 1, 2, 3 salariés, 50 salariés, 150 salariés, des grandes banques avec plus de 150 000 salariés, vous avez les moyens d'agir. Et pour moi, prendre de la hauteur, c'est d'abord considérer l'éthique. Et l'éthique appliquée au management. Donc on va essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Et pour ça, j'ai invité le dieu de l'éthique, Marc Grassin, grand philosophe. Vous irez voir sur Google après que c'est pas la moitié d'un nul. Et il va faire une petite... une petite keynote. On a beaucoup travaillé ensemble sur plein de sujets et on continue d'ailleurs. J'ai passé 1 an avec lui l'année dernière. Voilà, il va vous faire une petite keynote d'une demi-heure. Ensuite, on fera une table ronde pour réagir à chaud. Et il faudra, ceux qui interviennent à la table ronde, il faudra se mouiller un peu personnellement, je préviens, pas que ce soit plat, etc. Donc, si c'est intéressant, on écoutera. Sinon, je relancerai. Ok ? Merci beaucoup d'être là. Marc, à toi, les studios. Allez Marc, au boulot. Tu veux que je me mette à côté de toi ou t'es bien tout seul ? Comme tu veux, comme tu veux. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir invité à essayer de partager et d'échanger un certain nombre d'éléments de réflexion. Alors la commande, je vais essayer de répondre à la commande. Moins sur la question ESG que sur la question de l'éthique, parce que l'éthique est quand même un terme très fortement utilisé, pas simplement dans votre milieu, mais d'une manière générale. Et comme tous les termes un peu très fortement usités, le problème c'est que si on faisait ici un tour de table pour essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par éthique, on aurait sans doute une grande diversité de compréhension des choses. Et donc ça vaut le coup d'essayer de requalifier. En tout cas, c'est un peu ce que je vais essayer de faire, vous donner quelques éléments au fond
positionnement de ce qu'on peut entendre par éthique. Ça vaut ce que ça vaut, hein, on pourrait en avoir d'autres, évidemment. Premier point quand même, il y a 2 points qui sont importants, c'est l'usage alibi de l'éthique. Et c'est pas simplement dans votre secteur, hein, c'est dans tous les secteurs, hein, y compris dans le management, hein, on le voit énormément. Et évidemment, l'usage alibi de l'éthique pose un certain nombre de difficultés, puisque on sent bien que dès que je dis éthique, on monte d'un cran au niveau d'attente et d'exigence. A priori, hein, si on dit on porte une réflexion éthique, on se donne des moyens d'avoir une pratique éthique, alors le niveau d'exigence augmente. Et donc, sans doute, le niveau de responsabilité va augmenter du fait de l'attente que ça va générer. Voilà, vis-à-vis à la fois de collaborateurs, à la fois vis-à-vis des parties prenantes, à la fois vis-à-vis d'une société. Et donc, on ne peut pas se payer de mots. Et vous savez bien que dans ce domaine-là, beaucoup se payent de mots, d'une certaine manière, parce que, et on va le voir, c'est ce que je vais essayer de montrer, si on prend au sérieux le terme d'éthique, alors a priori, c'est qu'on va essayer de mettre de l'interrogation critique dans ce qu'on fait ordinairement. Et je vais essayer de le qualifier. Donc ça veut dire qu'on ne se satisfait pas immédiatement de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir faire bouger les lignes d'une certaine manière. Et vous savez bien que bouger les lignes, transformer les pratiques, changer de représentation, ça a un prix. Sans jeu de mots, ah oui, parce qu'il faut rester dans le cadre, ça a un prix, ça a un coût d'une certaine manière, et la question est de savoir si jusqu'où on est prêt à payer le prix de ce que nous prétendons d'une certaine manière annoncer au cœur de notre propre pratique. Alors, le terme d'éthique, c'est aussi une invitation. On voit bien que si vous, dans vos lieux, dans vos entreprises, dans vos écosystèmes, vous parlez d'éthique, c'est que vous invitez au fond à 3 choses. Ça va être une première manière d'essayer de le définir. La première chose à laquelle vous invitez, c'est une certaine manière de faire, c'est-à-dire un certain style. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'éthique, c'est l'art et la manière. Il y a des questions de style. C'est pas neutre le style, hein. La manière dont on obtient un résultat dépend aussi en partie du style avec lequel on l'obtient. À résultat égal, on voit bien que des collaborateurs, la société pourra dire oui, ok, ce résultat est obtenu, mais par quelle manière? Et donc l'éthique, c'est d'abord une manière de faire. Manière de faire évidemment individuelle, hein, soi, et puis c'est une manière de faire collective. Je vais y revenir évidemment. Deuxième élément d'invitation, hein, s'il y a une invitation, ça veut dire qu'il y a une attente, et l'attente, c'est une attente au questionnement. Du coup, c'est ne pas se satisfaire immédiatement de ce qui est établi, ce qu'on fait ordinairement, c'est de vouloir questionner ce qu'on est en train de faire. C'est pas rien, c'est pas si évident que ça, hein. Parce que dès qu'on questionne, d'une certaine manière, on prend le risque, hein, de se mettre en porte-à-faux, ouvrir des perspectives qu'on n'avait pas imaginées, lever des angles morts qu'on n'avait pas vus. Je reviendrai sur la question des angles morts qui est tout à fait centrale. Et questionner ces 2 choses, hein, premièrement, c'est regarder. On oublie trop souvent que on a les questions, on pose les questions, on interroge à partir d'une certaine manière de regarder le réel dans lequel nous sommes. Donc il y a un enjeu de regarder. Je ferais bien l'hypothèse, hein, que l'éthique consiste d'abord à apprendre à regarder. Et c'est regarder et c'est en même temps problématiser. Problématiser, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire repérer les tensions qui sont agissantes dans ce qu'on est en train d'observer. Les tensions, hein, je dis volontairement les tensions, c'est-à-dire la manière dont va y avoir des interactions qui vont tendre le réel, qui vont le mettre sous tension, sous pression. D'accord ? Et du coup, ces tensions-là, elles sont porteuses d'un certain nombre d'enjeux, très certainement. Donc,
le deuxième point central de ce qu'on peut appeler l'éthique, en tout cas ce à quoi elle nous invite, au-delà d'avoir un certain style, d'accord, c'est de questionner, c'est-à-dire d'apprendre à regarder ce qu'on est en train de faire. Et vous savez bien que dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde où ça va vite, ça accélère sans cesse, on n'a pas la visibilité, tout d'un coup se dire il faut qu'on se pose et qu'on regarde ce qu'on est en train de faire, c'est pas si évident que ça. Parce que pour bien regarder, il faut s'arrêter. Et ça, on n'a souvent pas le temps, on a de la pression, il faut que ça, il y a de la performance derrière, mais regarder est important. Et puis essayer d'identifier de manière problématisée les tensions des différents enjeux qui sont au cœur de ce qu'on est en train de faire. Et puis le troisième élément, mais les trois sont intimement liés. Le troisième élément, c'est quoi ? C'est la décision de ce que nous faisons. Si on parle d'éthique, ça veut dire qu'on a une invitation à décider de quelque chose de ce que nous faisons. C'est pas neutre non plus. Alors, tous les jours, on décide des tas de trucs, bien sûr. Évidemment, on pourrait dire que c'est notre cœur de métier, d'une certaine manière, d'hommes et de femmes d'entreprise, etc. Mais c'est se rappeler d'une certaine manière que même si on est pris dans des grandes logiques macro, dans des process, dans des contraintes, etc., si on parle d'éthique, ça veut dire qu'on affirme quelque part qu'il y a à se poser la question de qu'est-ce qu'on décide, avec quels effets d'impact ça va avoir sur les systèmes de contraintes dans lesquels je suis. Dit autrement, quand je parle d'éthique, je dis, peu ou prou, même si c'est toujours soumis à des tas d'éléments sur lesquels je n'ai pas la main et je suis sous contrainte, je dis que j'ai une marge de manœuvre et une liberté. C'est ça qui est en jeu dans l'éthique. Vous voyez bien que s'il n'y a pas de marge de manœuvre, s'il n'y a pas de possibilité de décider de quelque chose qui serait éventuellement quelque chose d'autre de ce que nous faisons, ce n'est pas la peine de parler d'éthique. Il suffit de processer, il suffit de normer, et le job consisterait simplement à appliquer les normes qui sont établies, parce qu'on peut supposer que les normes qui sont établies ne sont pas complètement délirantes, elles sont légitimées, travaillées par une société pour un certain nombre de raisons, mais précisément le questionnement éthique consiste à re-questionner ce qui jusqu'à présent était établi. C'est ça la fonction éthique. Donc si je le dis de manière plus brutale, la fonction éthique ne consiste pas simplement à bien faire les choses, elle consiste à se dire peut-être qu'il faut qu'on fasse autrement pour bien faire les choses. C'est-à-dire que l'éthique, c'est un espace au fond de posture à la fois personnelle et collective, posture au sens fort du terme, c'est-à-dire d'attitude, qui consiste à dire « je ne peux pas me satisfaire de ce qui me va bien, aujourd'hui, maintenant, dans la manière dont je fais ». C'est ça l'éthique. Sinon, on est simplement dans la répétition. Et vous voyez bien toute la difficulté de ce que représente le rapport au réel, qui serait un rapport au réel qui consisterait simplement à faire ce qui a été établi, normé pour des tas de bonnes raisons. Quand les normes ne correspondent plus à la réalité problématique du réel dans lequel on est, ça va poser problème. C'est-à-dire, les normes, les règles sont toujours faites pour essayer de résoudre l'état du monde ou l'état du réel tel qu'il est aujourd'hui et pas tel qu'il a été. Je vous rappelle que les normes, par définition, une norme c'est quoi ? C'est au fond la capacité qu'une société a à capitaliser sur son expérience passée. Les normes sont toujours l'expérience du passé, l'expression du passé. Vous voyez bien, si les normes sont toujours l'expression du passé, et dans un monde qui va se transformer, accélérer, se modifier, où tout d'un coup va y avoir des nouvelles réalités qui vont impacter le déroulé au fond du monde dans lequel nous sommes, vous voyez qu'on ne peut pas se contenter des normes. On ne peut pas se contenter de la répétition, on ne peut pas se contenter du process. On est obligé de questionner et de se donner les moyens de se dire est-ce que ce que nous faisons est adéquat avec un certain état du monde ? Avec, de mon point de vue, deux choses qui sont derrière. Est-ce que ça va permettre, que dans l'écosystème dans lequel nous sommes, puisque le réel qui est le nôtre est d'abord un écosystème vivant, fait
de multiples agissants, vivants, humains et non humains. Est-ce que cet écosystème qui nous constitue et sur lequel nous avons en partie un effet d'impact par les décisions que nous prenons et par le job qui est le nôtre, est-ce que l'écosystème dans lequel nous sommes permet ou pas deux choses de mon point de vue, mais il y en aurait sans doute d'autres, mais il faut bien les qualifier. Un, plus de justice. La justice étant, ou d'équité, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, mais au sens de à qui profite le crime. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Peter Sloterdijk qui dit on est aujourd'hui dans une situation où c'est le crime sans châtiment. J'aime bien cette expression. C'est-à-dire, il faut se poser la question à qui profite ce que nous faisons et les effets d'impact de ce que nous faisons, à qui ça profite. Et la question de la justice et de l'équité, corrélée à la question à qui ça profite, ça veut dire est-ce qu'au fond, ce que ça va induire, comme transformation de la société, comme nouvelles possibilités, etc., comment ça va ou pas permettre des atténuations des rapports de force et des rapports de violence. C'est ça la justice et l'équité. Hein. Et ici, personne d'entre nous n'est naïf. Hein. Une société, c'est constitué de rapports de force, hein, voilà, et de violence qui est contrôlée, canalisée potentiellement. Mais précisément, quand le monde se transforme, nous avons toujours à nous reposer la question de savoir si ces rapports de force et de violence potentiels, comment on va les négocier, les apaiser, etc. Donc, la question de la lecture des effets d'impact de ce que nous produisons autour de la question de la justice. Et puis deuxièmement, et c'est aujourd'hui quelque chose qui vient émerger de manière extrêmement forte dans la représentation du monde dans lequel nous sommes, c'est est-ce que ce que nous faisons rend possible la durabilité ? C'est pas rien, parce qu'il n'échappe à personne, j'imagine, que ce que nous prenons au début du XXIe siècle, mais à la fin du XXe, c'est en partie à travers la question de la crise écologique, environnementale, la question de la durabilité. Rien ne garantit a priori que les conditions dans lesquelles jusqu'à présent nous fabriquons, nous construisons, nous établissons les pratiques, le monde, les interrelations entre les différents acteurs d'une société, créer des conditions qui vont permettre une durabilité de l'écosystème dans lequel nous sommes. C'est bien que je ne voudrais pas être plus pessimiste qu'il le faudrait, mais le réchauffement climatique, on sait globalement maintenant que lorsque ça va être à 2,5 et c'est beaucoup plus rapide qu'on l'imagine, les conditions d'existence, d'équilibre, d'équité, etc. vont être extrêmement violents. Et la durabilité au fond de l'écosystème tel que nous le connaissons aujourd'hui, rien ne garantit qu'il va pouvoir demeurer. Nul n'est prophète, hein, d'accord ? Mais il n'empêche que c'est une sacrée question et qu'on ne peut pas faire l'économie. Alors, c'est une première manière de dire les choses. Hein. Comment on centre sa interrogation sur la manière de faire, c'est-à-dire la manière d'être, la lecture de l'écosystème, c'est-à-dire essayer de décrypter justement, adéquatement le réel et prendre des décisions qui conviennent parce que le monde bouge et que la responsabilité, quand on est un acteur agissant à fort effet d'impact sur la création des conditions matérielles du réel dans lequel on est, eh ben, ça nous oblige. Ça nous oblige, hein. Je pense à une définition que vous connaissez sûrement, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur donne cette définition-là de ce que c'est que la responsabilité éthique dans un livre qui s'appelle « Le parcours de la reconnaissance ». Il dit « La responsabilité éthique, c'est le fait de rendre compte parce qu'un autre compte sur nous ». Moi, j'aime bien cette définition de la responsabilité parce que, je la redis, hein, rendre compte parce qu'un autre compte sur nous. Et le mot important dans cette définition, c'est parce qu'un autre compte sur nous. Si nous n'avions pas, nous les uns et les autres, un fort pouvoir d'impact sur la fabrication du réel dans lequel on est, cette question ne se poserait pas. Mais précisément, l'autre, les autres, j'allais dire tous les autres, d'une certaine manière, comptent sur ceux et celles qui sont en situation d'impacter la fabrication du réel dans lequel on est, d'être comptables. D'être comptable, ça veut dire, hein, au sens de Ricoeur, d'avoir des comptes à rendre,
premièrement. Nous avons des comptes à rendre. Alors on peut le dire de manière très grandiloquente, hein. Nous aurons des comptes à rendre au regard de l'histoire, hein, de la dégradation ou du bienfait de ce que nous avons fait. Et se rendre compte, donc être comptable, c'est d'abord être en capacité de rendre des comptes dans l'espace public. C'est ça qui est derrière, hein. C'est-à-dire être capable de dire les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire ceci ou cela. Dire les raisons. Et nous savons bien tous les uns et les autres que dans plein de situations de nos existences, on fait aussi parce que les raisons ont été établies, on cesse de les interroger, quoi. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on a plein de raisons, quoi, à faire les choses. Mais précisément, le job de l'éthique, quand je suis un acteur agissant et responsable, ça veut dire d'être capable de dire dans l'espace public démocratique, hein, si on n'est pas un espace public démocratique, c'est une autre affaire, mais dans un espace public démocratique, et vous savez bien que l'espace public démocratique est quand même extrêmement fragilisé aujourd'hui, mais si on est pour un espace public démocratique, alors ma responsabilité éthique, ça va être de rendre de compte et de dire les raisons pour lesquelles nous agissons de telle ou telle manière face à une attente de ceux et celles qui vont subir l'impact de ce que nous faisons. C'est ça l'éthique, hein. C'est-à-dire, au fond, l'éthique, vous voyez bien, n'est pas une déontologie, hein, c'est-à-dire parce qu'on discutait de ça tout à l'heure, une application formelle des règles, etc., pour que les pratiques soient respectueuses du cadre réglementaire ou peu importe, mais du cadre. Non, c'est une question anthropologique. Nous sommes tous, les uns et les autres, dans une situation éthique parce que nous sommes comptables devant ceux et celles qui vont subir les effets d'impact de nos décisions ou de nos non-décisions ou de notre non-volonté de questionner ce qu'on est en train de faire. Alors, je rembobine la définition de l'éthique. Je vais en donner plusieurs, parce qu'au fond, on tourne autour de ça. Vous voyez bien que l'éthique, si c'est le fait d'une responsabilité face à autrui, il y a toujours de l'éthique, hein. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est interroger de manière critique la légitimité de ce que je fais. Donc il y a toujours de l'éthique quand j'agis. Toujours, tout le temps. Reste à savoir ce qu'on y met, et reste à savoir la manière dont on va la faire, cette éthique-là, parce que la manière dont on va la faire peut bien changer le résultat. Alors, je remouline sur l'étymologie que vous connaissez sûrement de terme éthique. Éthique vient de ethos, en grec. Vous savez que la morale est une traduction latine du terme ethos, c'est le même terme, même si ce n'est pas les mêmes choses, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le comportement. L'éthique, c'est la manière de se comporter, hein. Il n'y a pas besoin d'être prof de philo, spécialiste des questions d'éthique. Tu as chargé un peu en disant le dieu de l'éthique, t'es gentil, mais c'est pas vrai. N'importe qui, au fond, sait ce que c'est que l'éthique, puisqu'il se comporte. Et étymologiquement, c'est encore un cran au-dessus, c'est l'habitude ordinaire de se comporter. Dans une société, il y a de l'éthique parce que le corps social nous dit le comportement normal, légitime qu'on doit avoir, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'éthique. C'est-à-dire, donc tout corps social est sursaturé d'éthique. Tout le temps. Il y a des attentes. Et la première attente qu'une société attend de ses acteurs, c'est qu'ils se comportent de manière qui répondent à l'attente ordinaire de ce que la société attend d'eux. D'accord ? Et vous sentez bien immédiatement le problème. Si on réduit l'éthique à simplement la question du comportement, le comportement habituel, rien, ça va poser problème. Parce que qu'est-ce qui garantit que le comportement attendu dans une société réponde aux critères que j'ai évoqués de justice, c'est-à-dire, ou d'équité, c'est-à-dire d'apaisement des rapports de force et de violence des individus entre eux ou des parties prenantes d'une société,
Et qu'est-ce qui garantit que le comportement ordinaire dans une société donnée à un moment donné garantit la durabilité et la pérennité des conditions qui vont permettre que les générations suivantes vont pouvoir profiter, voire mieux profiter de ce que nous sommes en train de leur léguer. Vous voyez bien que la crise écologique, là-dessus, elle nous questionne très fortement. Hein. J'imagine que certains d'entre vous ont des enfants. Vous voyez bien comment, ça dépend peut-être des jeunes, mais on voit bien qu'il y a toute une génération qui dit « Ah ouais, nous, on ne va pas y aller sur ce truc-là. Hein. On n'a pas d'espérance sur la durabilité des choses. » Donc ça devrait nous questionner de ce point de vue-là. Donc, l'éthique, c'est, répondre à la manière ordinaire de se comporter, et c'est immédiatement quoi? La critique du comportement ordinaire. Vous voyez bien, si je dis l'éthique, c'est faire ce qu'on me dit de faire là où on me demande de faire, et circuler, il n'y a rien à voir, bah, évidemment, ça pose problème si on est dans une société qui, par exemple, dérape, une société qui nie l'existence de la prise en compte d'un certain nombre de parties prenantes, etc. Et donc, l'éthique consiste à être dans fabriquer la critique du comportement ordinaire. Ce que j'ai dit tout à l'heure au tout début en disant l'éthique consiste à mettre un grain de sable. Hein. À faire coincer d'une certaine manière, en tout cas coincer pour pouvoir se donner une chance de sortir de quoi? De ce qu'on peut appeler les angles morts. Car il ne vous avait pas échappé, à vous comme à moi, aussi forts et performants que nous puissions être et compétents, que ce que nous faisons est toujours d'abord bordé par un angle mort. Ce que Crozier appelait la rationalité limitée, vous savez, dans l'acteur et le système. C'est-à-dire j'ai une vision limitée du réel dans lequel je suis. L'angle mort, vous voyez bien ce que c'est. Hein. C'est tout ce que je ne vois pas. Notre réflexe à nous, c'est quoi? Ou que je ne veux pas voir, ou que je ne peux pas voir. D'accord? Mais vous savez bien que le risque majeur n'est pas dans ce que je vois, parce que ça, c'est assez facile. Hein. On est assez étayé, outillé, etc. Mais dans ce que je ne vois pas. Et vous voyez bien que si je veux voir, alors j'imagine certains conduisent, hein, mais quand on conduit, hein, l'angle mort, il faut quoi? Il faut aller regarder dans l'angle mort. Hein. Je fais le geste volontairement, c'est-à-dire il faut changer de posture. L'éthique consiste à aller regarder en tout cas, de créer les conditions pour que nous ne soyons pas simplement dans l'angle mort de notre pratique, de notre savoir, de notre vérité sur ce qu'il faut faire, etc., pour aller regarder dans cette part obscure du réel, qui est qui est plus grand que ce qu'on voit. Hein. Pourquoi c'est plus grand? L'angle mort est beaucoup plus important que ce qu'on voit, parce que la société accélère et change de manière rapide. D'accord? Donc plus une société accélère, plus votre angle mort, votre champ de vision, votre capacité à comprendre ce qui est en train de se passer se réduit. C'est ça la réalité, hein, de notre capacité cognitive à essayer de décrypter et comprendre ce qui est en train de se produire. Ça accélère et ça accélère vite. Vous savez que l'IA, par exemple, moi je travaille beaucoup sur les questions d'IA, et l'IA, tous les 6 mois, la technologie change. Personne ici, personne d'ici, ici est capable de dire ce qui va se passer dans 6 mois dans ce champ-là. Hein. Est-ce que cette économie-là va s'effondrer? Beaucoup le pensent maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Ah, je voudrais pas, c'est pas mon métier. Non, je voulais, pardon. En tout cas, voilà, si on veut penser la question de l'IA, la question d'investissement sur l'IA, etc., il faut regarder aussi la question écologique sous-jacente, la question du marché, enfin, plein de choses. Mais en tout cas, au-delà de vous voyez bien, de la séduction que peut avoir une lecture du monde, il faut aller regarder de l'autre côté. D'accord? Alors, je rajoute, combien de temps? 8. Je donne 2 autres manières de réfléchir, en tout cas de dire ce que je suis en train de dire. Hein. Une manière de le dire très simple, c'est de dire que l'éthique, c'est le processus d'humanisation. Vous voyez bien, c'est grandiloquent. Hein. Enfin, c'est grandiloquent, c'est un peu flou. Bon, quand c'est flou, faut se méfier. Hein.
Mais ça dit quand même quelque chose. Ça dit quelque chose de quoi? Que si on réfléchit d'un point de vue éthique, c'est qu'on dit que l'humanisation, c'est un processus. Pendant longtemps, on dit quoi? On a dit quoi dans, vous savez, la philosophie humaniste, les philosophies de l'histoire, Hegel, Marx et tout ça. On dit, vous inquiétez pas, au bout de l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire humaine. Hein. L'histoire est le grand accomplissement de la dimension humaine. Et donc, au fond, les effets de bord qui sont des espèces de déshumanisation sont juste simplement des accidents. Mais nous savons bien que ce n'est pas vrai. Hein. Je vous rappelle les 2 grands événements traumatiques qui viennent briser la confiance qu'on peut avoir dans une mécanique d'humanisation quasi naturelle par notre action. C'est Auschwitz, qui a introduit la déshumanisation comme une potentialité de l'histoire, et c'est Hiroshima, l'anéantissement possible de la planète. On a ça en tête. Hein. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une crise de confiance, une prise de conscience que quoi, l'humanisation, c'est pas gagné. C'est-à-dire que ça nous oblige, nous, à réintroduire la question éthique en disant ce à quoi nous participons, ce à quoi nous collaborons, la manière dont on le fait, est-ce que effectivement ça rentre dans une logique d'être un processus d'humanisation ou de déshumanisation? Et cette question, elle est compliquée, hein. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, quand on fait les choses, on le fait avec des valeurs, on le fait avec des normes, on fait, etc. On essaie de bien le faire, etc. Mais vous savez bien que ce que nous faisons là, aujourd'hui, maintenant, chacun à notre niveau, on n'a pas forcément la visibilité des effets d'impact que ça va produire au niveau de l'histoire. Ah ouais, ok, c'est un poids énorme. Hein. Ok, mais quand même, la question éthique, c'est de porter cette question-là. C'est-à-dire de porter l'effet réel de notre coopération, notre collaboration, notre participation à la construction, au fond, d'une société, d'un écosystème dont on espère qu'il va vers un processus d'humanisation, sachant que ce n'est pas garanti. Et vous voyez bien, comme j'ai un angle mort qui augmente au fur et à mesure de... qu'est-ce qui me le garantit? Alors, je vais vous donner une autre manière de le dire. Tout ce que je viens de dire, c'est la même chose, en fait, hein, avec des formes différentes pour le dire. Sloterdijk, un philosophe allemand, à mon avis un des plus intéressants aujourd'hui, hein. Peter Sloterdijk dit dans un livre qui s'appelle La mobilisation infinie, dit la chose suivante: être au monde, on va faire un peu de philo, hein, être au monde, c'est toujours une promesse. Promesse que les anciens habitants du monde font aux nouveaux arrivants du monde, que le monde dans lequel ils arrivent est un monde bon et déterminé pour eux. Je répète, parce qu'elle est longue, mais elle est intéressante. C'est une promesse que les anciens habitants du monde, c'est nous, hein, les acteurs qui fabriquons le monde, etc., font aux nouveaux, nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui ne sont pas encore nés, que le monde dans lequel ils arrivent, c'est ce à quoi nous participons comme fabrication des conditions matérielles du monde, sont bons et déterminés pour eux. Le niveau de responsabilité est engagé, hein. C'est pas une fiction, quoi. Notre job, c'est, au fond, pardon. Oui, c'est un engagement. C'est un engagement. Sloterdijk dit promesse que nous savons ne pas pouvoir tenir. Ouais, peut-être, mais nous ne pouvons pas le tenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est toujours à refaire. C'est pas gagné, c'est pas mécanique. Ça suppose l'engagement très profond des hommes et des femmes qui sont aux commandes. C'est-à-dire, au fond, de ceux, je vais le dire comme ça, de ceux qui dirigent. C'est pour ça que l'éthique n'est pas optionnelle. Plus j'ai une responsabilité de... Alors, tu as dit de gouvernance, une responsabilité dans les choix qui sont faits dans une société, qui vont transformer une société, plus je suis comptable de ça. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éthique, avant que d'être la conformité, hein, avant d'être tout ça, c'est un travail intérieur. Ah oui, bien sûr. Hein, il ne suffit pas d'attendre ou d'appliquer des critères qui garantiraient que ce qu'on va faire est éthique. Ça suppose un travail intérieur de chacun d'entre nous pour se poser la question. Je remouline au début. Hein, pour se poser la question 1, c'est quoi mon style? Comment je le fais? L'art et la manière. Hein.
Comment je questionne et qu'est-ce que je questionne et qu'est-ce que je questionne pas, parce que c'est ça qui est en jeu. Et puis du coup, qu'est-ce que je décide? Et pour ça, ça suppose deux choses. Je vais finir comme ça, tiens. Ça suppose deux choses. Je vais faire deux citations. Une de Karl Mannheim. Vous savez, c'est un sociologue important, philosophe, sociologue. 1926 ou je sais pas, il écrit un livre qui s'appelle Idéologie et Utopie. Et il dit la chose suivante, moi ça m'a beaucoup frappé il dit on a besoin d'une intelligentsia librement flottante. Librement flottante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une intelligence, alors intelligentsia, elle voit bien ce qu'il a, hein, de ceux qui, librement flottante, c'est-à-dire qui ne sont a priori d'aucun camp. Si on veut pouvoir questionner de manière critique les choses, il faut d'abord être dans une posture qui est une posture où on n'appartient pas à un camp, mais on essaie de construire avec ce que l'on est, de sa position, dans un dialogue au sein de l'écosystème, pour essayer de construire ce qui convient et ce qui est convenable. Je viens de rajouter un élément de définition dans ce que pourrait être l'éthique. L'éthique consiste à définir ce qui convient et ce qui est convenable. Ce qui convient, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ça convient à la situation dans laquelle on est? Est-ce que c'est adéquat à la situation? Ou est-ce qu'il ne faut pas inventer quelque chose qui soit adéquat à la situation dans laquelle on est? Et convenable, vous voyez bien ce que ça veut dire? Du coup, on est dans le jugement. Hein. Est-ce qu'on peut dire au fond que c'est convenable, c'est-à-dire que ça correspond à un certain nombre de valeurs? Il faudrait définir lesquelles. Hein. Mais vous voyez bien que si on dit, tiens, mon objectif dans la réflexion éthique, c'est de définir si ça convient. Si ça ne convient pas, on voit bien le problème. Hein. Ça crée un gap entre le réel et puis la pratique. Et puis, ce convenable, c'est-à-dire, au fond, est-ce que ça participe à cette promesse? Ça répond à cette promesse. C'est ça d'être convenable. Puisque je crée les conditions pour les générations qui viennent. Il y a un enjeu que ce soit convenable. Hein. Et donc, du coup, la deuxième citation, et puis je vous invite à lire un philosophe qui s'appelle François Julien, qui est un des grands sinologues et philosophes du langage. Il a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle « Le sage et sans idée ». Non, le sage. Le sanglier? Sans idée. Sans idée. D'accord? Et il dit la chose suivante. Non pas qu'il n'ait pas d'idée, il s'en interdit a priori aucune. Nous avons tous des idées sur tout. Hein. Nous avons, comme disait Coluche, surtout des idées. D'accord? Et vous voyez bien le problème. C'est que mes idées, elles sont quoi? Elles sont bordées par un angle mort. Et donc la question, c'est comment je ne m'interdis a priori aucune idée, c'est-à-dire comment je suis capable ou pas d'entendre des éléments critiques de ma pratique. Et c'est compliqué, hein? Et comment je le crée, ça? Comment je crée les conditions pour faire en sorte que mon aveuglement et ma cécité dans lequel nous sommes tous aveugles tous aveugles de ce que nous faisons en grande partie. Comment je crée les conditions? L'éthique consiste à lever ça. Accepter d'être d'aucun camp. C'est difficile d'être d'aucun camp. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est tous bordés d'idéologie. C'est normal, hein, on ne peut pas faire autrement. L'idéologie permet de pratiquer le réel, hein, d'accord. Mais il faut se lever de ces idéologies pour essayer d'ouvrir dans un écosystème la possibilité de rendre raison. Et nous savons tous que nous avons raison plutôt ensemble quand on va creuser de manière précise les éléments de tension, les ajustements nécessaires, les mésinterprétations, les mécompréhensions, etc. Proposition, c'est que le job de l'éthique, et peut-être que l'ESG, au-delà d'être des critères qu'il s'agirait d'appliquer, nous oblige d'une certaine manière pour qu'ils puissent être appliqués adéquatement à un monde qui est en transformation et sur lequel on a la main, suppose peut-être de travailler cette posture éthique à titre personnel et comme dirigeant. Le sage, dans la représentation philosophique, vous vous souvenez de la République de Platon? C'est le philosophe roi, c'est celui qui gouverne d'une certaine manière. Et il gouverne pourquoi? Non pas parce qu'il sait tout du réel, mais comme le dit François Julien, parce qu'il s'interdit a priori aucune idée. Donc il est en posture d'écoute de ce qui est en train de se passer. Nous avons
nous n'avons pas beaucoup de structuration sociale dans nos métiers, hein, où on se met en posture d'écoute. Pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on écoute ? Et écouter, ça transforme. Hypothèse, l'éthique consiste à ça, c'est la condition possibilité critique d'une éthique qui ne soit pas la répétition de ce qui nous va bien, parce que nous le valons bien. Merci. Exceptionnel. Merci beaucoup Marc. Alors maintenant c'est l'heure de la table ronde. Je ne sais pas si on a un petit slide pour accueillir. Non. Le modérateur est là. Nella de chez BNP. Jean-Louis Duvernay de chez Newco. Vincent Lapadu du pôle Finance Innovation. Florent Guic d'Emergence. Et Anne Guénard de la Place des Investisseurs. Est-ce qu'il y a des chaises pour tout le monde ? Non, mais de toute façon après, on parle de l'éthique, donc c'est assez libre. Il y a peu de process, ne vous inquiétez pas. Bah, du coup, je vais rester debout. J'ai vu qu'on m'a pas pris de chaise, personne de même. Pardon, c'est à vous. De toute façon, moi, j'ai rien à dire, hein, j'ai juste à lancer des balles. Alors, pour que ça serve à quelque chose, cette table ronde, on va essayer de pas être plat et donc il va falloir vous avez accepté de ce piège de la table ronde. Il va falloir se mouiller personnellement sur ce que vous venez d'entendre. Je vois plein de titres, directeur, CEO, responsable, etc. Donc vous devez rendre compte car les autres comptent sur vous. C'est ça, hein, j'ai entendu. Voilà. Et par conséquent, donc éthique, style, questionnement, lever des zones d'ombre. Quels sont les outils que vous mettez en place, vous, dans votre quotidien, pour être un meilleur manager, un meilleur dirigeant, pour faire société du mieux possible, avec tous les éléments qu'a donné Marc. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, vous pourrez faire un peu de pub pour dire comment vous faites, vous ou votre société, quels outils vous mettez en place pour les CGP qui sont ici ce soir. Commence qui veut. Et dans la salle, vous pouvez interagir, c'est sympa, dynamique, pas de problème. Okay. Qui veut commencer ? Alors moi, je veux bien commencer. C'est atypique parce que du coup, moi, je représente les investisseurs individuels. Donc vraiment les individus. Et du coup, il y a quand même des choses qui me font réagir à la présentation qu'on vient d'avoir sur le questionnement. Pour questionner, il faut comprendre. Il faut avoir un minimum de bases. Si on n'a pas ces bases, et notamment, là je vais parler de l'éducation financière, et notamment en France, eh bien, c'est difficile de commencer ce processus de questionnement. C'est difficile de mesurer, de regarder les angles morts. Donc vraiment, je pense que l'éducation, enfin vous l'avez dit, hein, quand vous dites il faut comprendre, mais donc pour comprendre, il faut avoir un minimum d'éducation. Et aujourd'hui, je pense que l'éducation financière du grand public, c'est aussi un enjeu de justice et d'équité sociale entre catégories, et aussi genré entre hommes et femmes, parce que, bon, on pourra y revenir, mais il y a des grands enjeux là-dessus. Donc, c'était ça. Deuxièmement, dans mon parcours, parce que je n'ai pas fait qu'un parcours financier, mais grâce à quelqu'un qui est ici aussi, je me suis pas mal investie pendant quelques années dans la partie environnementale. Moi, ce que j'ai vu dans des entreprises, et là on peut peut-être parler d'écologie industrielle, c'est exactement ce dont vous venez de parler. Ce n'était pas des critères ESG, des trucs financiers. C'était, premièrement, on met en place un process. Donc, par exemple, mettre en place des matrices de double matérialité, ça commençait par des ateliers avec toutes les équipes. Et donc, du coup, je me retrouvais vraiment dans le process éthique de dire, on mesure, on
on regarde des impacts. Alors là, pour le coup, la double matérialité, on regarde les impacts qu'on va avoir sur l'environnement et ce que l'environnement peut avoir sur nous. Et après, on décide. Après, on décide en fonction de contraintes. Donc, du coup, je pense qu'effectivement, il faut s'éloigner de se dire l'ESG, c'est des contraintes. Enfin, si, c'est des contraintes, parce que se questionner, c'est quand même une contrainte. Mais ce n'est pas des critères, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais c'est de savoir effectivement que ce process, il va commencer par nous faire poser des questions. Après ça, si on prend quelque chose de strictement financier, bien évidemment que c'est un investissement. Je me souviens par exemple que Ruby, donc société cotée à la Bourse de Paris, dit oui, je ne peux pas savoir financièrement de mettre en place ce process, ce que ça nous a rapporté, mais je peux vous dire qu'on est beaucoup plus efficace entre les équipes. Il y a des équipes qui s'étaient jamais parlé, qui se sont parlé pour mettre les choses à plat. Donc voilà, je me retrouve aussi dans l'art et la manière. Alors c'est peut-être un petit peu détonnant par rapport à ESG Patrimoine, parce que voilà, pour moi, l'ESG, c'est surtout pas de la réglementation et que des critères. Qui veut prendre la suite? Je suis assez, Très bien. Ouais, c'est bien. Qui veut prendre la suite? Donc, alors moi, je ne suis pas chef d'entreprise, je ne manage pas, j'accompagne. C'est plus facile, c'est peut-être moins impliquant, moins engageant, mais en fait, c'est notre fondement en fait, Finance Innovation. C'est faire en sorte d'aider à ce que de nouveaux acteurs, les fintech ou alors les startups, pour prendre dans différents domaines, apportent des solutions qui vont aider à faire évoluer la normalité du monde tel qu'elle est, les processus, les normes. Et tout l'intérêt, c'est de trouver et d'aider à porter, à faire se développer. Alors, avec peut-être un focus sur le l'ESG, mais pas seulement, des solutions qui vont aider à améliorer les métiers, la pratique des métiers, le sourcing des informations dans tous les processus financiers ou leur gestion. Trouver aussi en tant que pôle de compétitivité, on a cette espèce de côté intérêt public. On est issu d'un programme d'État qui, au fil des ans et des gouvernements, existe toujours, les pôles, avec une vision qui est toujours de créer de l'emploi, de porter de l'innovation, de faire en sorte que des gens réfléchissent à travers le financement de la recherche, si possible en France. Alors c'est un peu chauvin et souverainiste, mais c'est parce que ça correspond à une certaine vision de la société qui fonctionne telle qu'elle est chez nous, bon an, mal an, mais différemment de ce qui existe dans le monde anglo-saxon. Donc on a toujours cette espèce de cœur de valeur de porter cela, de préconiser des solutions qui répondent aux critères français, et quels que soient les domaines. Et donc on est par essence sur une activité qui remet en question le réel. Enfin, on accompagne des gens qui remettent en question le réel et les processus, avec quand même une visée qui est quand même de développer des projets, donc de les commercialiser, donc de séduire des clients et de faire des choses qui répondent à leurs besoins, si possible, sinon ils ne trouvent pas de clients, donc on ne les accompagne plus parce qu'ils meurent, et ce n'est pas notre but. C'est aussi de les aider à aiguiller différemment leurs projets. Et sur ce point de vue, je dirais éthique, et enfin sur ce côté, alors c'est pas de l'éthique, c'est de la neutralité. Par essence, comme on accompagne des acteurs qui parfois présentent des similitudes, on a ce positionnement qui n'est pas un positionnement de conseil, mais qui est un positionnement de place, où finalement, sur un même besoin, que ce soit d'un acteur, je dirais, producteur de l'investissement et de l'épargne ou distributeur, on a la liberté de proposer plusieurs solutions, c'est-à-dire d'accompagner plusieurs solutions, de faire fonctionner et réfléchir ensemble des gens qui sont concurrents, qui n'auront pas forcément les mêmes positionnements, les mêmes tarifs, les faire fonctionner ensemble, les faire échanger et permettre je dirais, à la voix des petits de se faire entendre des grands, en mettant en relation des toutes petites sociétés émergentes, des sociétés émergentes avec des grands comptes pour répondre à des besoins métiers. C'est à travers
Et là, en fait, alors, pour répondre à ta question en termes d'engagement, je vais aussi revenir sur le passé. Moi, j'ai travaillé dans le conseil pour des grandes sociétés américaines, des ESN françaises, dans une certaine forme de mission qui visait à optimiser des processus et à remplacer de l'activité des acteurs, hein, des gens avec qui on travaillait en début de mission et puis qui n'étaient plus forcément là en fin de mission. Et en termes d'éthique, alors là pour le coup complètement personnel, travailler sur une mission qui a été créée au départ sur une mission de service public qui vise à créer de l'emploi, qui vise à créer de nouvelles sociétés, de la croissance, de l'investissement en France, que ce soit sur des solutions purement ESG ou dans le domaine éthique des solutions qui vont identifier, et là à titre d'exemple, identifier des valeurs cotées industrielles, alors pour le coup purement vraiment industrielles, mais d'entreprises qui suivent une trajectoire net zéro, qui vont un petit peu à l'inverse des critères de sélection classiques de l'ESG. C'est aussi ce qui fait que au pôle Finance Innovation, on porte cette activité d'accompagnement de l'innovation, qu'elle soit, je dirais, dans le droit chemin, dans la voie attendue, ou qu'elle soit vraiment disruptive. Et on les accompagne plus ou moins tous de la même façon. C'est de cette façon-là, pour répondre à cette question, comment est-ce que je l'apporte, c'est en ayant ce regard extérieur, en explorant les angles morts de l'activité des sociétés qu'on accompagne, où pour certains, j'ai la chance d'avoir des gens qui ont déjà exploré les angles morts et qui répondent à des besoins de façon un peu disruptive. C'est de cette façon-là que je porte des valeurs que je partage avec la plupart des gens avec qui je travaille, et ce pour mon plus grand plaisir. Merci. Alors Della, BNP Paribas, Mégabanque, responsable de la RSE. Sacrée responsabilité. Oui, sacrée responsabilité. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Nel Akrir. En effet, chez BNP Paribas REM, donc on est une société de gestion immobilière. Donc l'éthique des affaires dans l'immobilier et la construction, ça fait quelques années qu'on doit maîtriser le sujet, parce que sinon on n'est pas du tout crédible. On parle vraiment de bâtiments, construction, sous-traitants, papier, pas papier. Donc l'éthique des affaires, elle est clé, évidemment, chez nous et dans le groupe BNP Paribas. Donc moi je suis responsable de toutes les thématiques ESG. Ça englobe tout un tas de choses. Parfois c'est un peu chiant à comprendre parce qu'il y a un peu tout dedans et puis il y a une couche réglementaire qui est très très forte. Moi ce qui m'a fait réagir dans ce que j'ai entendu, c'est l'éthique. Il y a l'éthique dans notre vie personnelle évidemment, et puis dans la vie professionnelle il faut toujours se remettre en question comme dans la vie perso. C'est comme ça que je l'entends moi, l'éthique. Et on est quand même en France et en Europe et on a un garde-fou extraordinaire de réglementation, de normes et de choses qui nous empêchent de faire et qui nous invitent à faire très attention. Vous avez cité l'IA. L'IA en France et en Europe, on est quand même sacrément en retard. Hein. Parce que justement, on a ces garde-fous qui sont très très puissants. Donc il faut au contraire peut-être essayer de les lever, se remettre en cause. Mais il ne faut pas que ces thématiques d'éthique et de gouvernance finissent par bloquer l'investissement, l'économie et le business. Donc ça, c'est ma position personnelle. Après, je crois que dans la salle, vous êtes CGP principalement. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique et comment est-ce que vous l'utilisez à bon escient pour conseiller vos clients finaux ? Moi, ma spécialité, c'est pas cette thématique-là, c'est plutôt l'ESG. Donc, mon rôle dans l'organisation, c'est de rendre la thématique simple, compréhensible. Et comme on gère des produits immobiliers, qu'est-ce que ça veut dire pour les bâtiments et qu'est-ce que ça veut dire quand on parle à un client final ? Pourquoi est-ce qu'il devrait choisir ce produit-là plutôt qu'un autre ? Un label, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un Nutri-Score sur les cracottes qu'on achète, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il y a derrière ? Donc notre rôle et notre responsabilité, tu parlais du G tout à l'heure, c'est de rendre les choses compréhensibles. Et quand on dit qu'on va faire quelque chose parce qu'on gère un produit labellisé, parce qu'on va réduire les émissions carbone, parce qu'on va faire X, Y, Z, c'est de s'assurer qu'on va le faire correctement, de le délivrer, de le reporter. Et c'est ça toute la gouvernance qu'il y a derrière. Et notre responsabilité, elle est là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Juste, si je peux, je suis absolument d'accord. Juste avant la réunion, je regardais l'étude qu'a sortie l'AMF le 22 septembre sur les Français et la durabilité. Et donc, moi, je suis très, très pour les labels et tout ça. Mais effectivement, le problème, il vient dans la compréhension.
Plus de la moitié des Français sont d'accord dans leur vie de tous les jours et pour leurs investissements financiers sur des investissements durables. 18% seulement disent qu'ils savent précisément ce que c'est. Et les labels, c'est à peu près aussi pareil, ils ne savent pas. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas de label, hein. Il faut des repères. Mais on en revient à l'éducation, la meilleure protection. Et pour lever, je pense aussi, les barrières sur l'IA, ça vient à l'éducation. En finance, on est beaucoup, en tout cas, les nouveaux investisseurs individuels qui sont arrivés depuis le Covid, ils font beaucoup de ChatGPT pour choisir leurs investissements. Mais ils ne sont pas éduqués derrière à savoir est-ce que les données qui sont prises sont... Donc, moi, je suis pour... Oui, on peut soulever la réglementation si... Je suis désolée, je vais toujours parler d'éducation parce que nous, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier et c'est ce qu'on veut promouvoir à l'association. Mais derrière, il faut monter le niveau d'éducation. Pourtant, en 2025, il y a un vivier extraordinaire de connaissances. Chacun peut aller chercher et puiser pour apprendre. C'est très paradoxal. Donc la transparence. La transparence, quand on dit qu'on fait quelque chose, on le démontre et puis on doit être capable, n'importe qui dans l'organisation doit être capable d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ce fonds a le label ISR. Concrètement, tu fais quoi sur tes bâtiments? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on réduit l'empreinte carbone d'un bâtiment? Parce que si le discours est intelligible, on est droit dans nos bottes et donc on peut faire passer ce message-là au CGP, aux distributeurs, aux banquiers, aux clients finaux, etc., aux finaux, de manière simple. Il ne faut pas que cette thématique-là soit complexe parce que la complexité vient de la réglementation, de la Commission européenne et puis de la thématique en tant que telle. Mais l'ESG, c'est du bon sens, c'est tout, ni plus ni moins. Quand vous allez dans votre supermarché, vous avez envie d'acheter des bons produits, vous recherchez, vous faites attention, etc. L'ESG, c'est la même chose. Donc quand on le duplique dans la construction et l'immobilier, évidemment, il y a de la technique, clairement. Dans les ETF, il y a peut-être un peu plus de technique, etc. Mais il faut rendre les choses simples, sinon on n'est plus crédible. Merci. Alors Jean-Louis, toi, tu as créé Newco, c'est ton entreprise que tu as créée, qui a une croissance folle. Donc tu es peut-être celui autour de la table qui a le plus les mains libres pour agir auprès de tes salariés, donc sur le pilier S, auprès de tes clients qui cherchent à céder leur entreprise ou à en acheter une autre, et qu'on besoin d'être rassuré sur les valeurs du futur acheteur, du cédant. Donc quelles sont les questions que tu t'es posées quand tu as créé Newco, quand tu t'es entouré, et ensuite maintenant l'image de ton entreprise et celle que tu as envie de renvoyer, comment tu mets en place ces valeurs auprès de tes clients? Alors moi je suis un peu l'intrus de service parce que je ne travaille pas dans l'ESG. Donc c'est un témoignage de profane que je vais vous faire. Un témoignage à plusieurs niveaux, effectivement, en tant que chef d'entreprise, en tant que banquier d'affaires. Donc, effectivement, Newco Corporate Finance, on est cabinet de fusion-acquisition spécialisé dans les services financiers. On a accompagné notamment beaucoup de CGP, plus d'une cinquantaine, en fait, depuis 5 ans, dans des opérations d'adossement de LBO, donc à la fois des petits CGP et des gros CGP, quoi. Ça va jusqu'au LBO de Cristal avec Goldman Sachs et puis des petits CGP locaux qu'on accompagne. Donc, alors, il y a plusieurs composantes dans tout ça. Donc, en tant que chef d'entreprise, effectivement, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ESG, mais la manière dont je vois les choses, c'est la durée. La durée dans le temps, donc la pérennité et aussi la transmission et l'imbrication, l'intégration dans la société. Donc ça fait plusieurs niveaux. Ça veut dire que moi, quand j'ai créé ma société, j'avais travaillé auparavant pendant plus de 20 ans dans différentes sociétés, à Londres, à Paris, chez des anglo-saxons, enfin des Américains, des Anglais, des Français, dans des cabinets d'audit, dans des banques d'affaires. Donc j'ai eu la chance de voir pas mal de choses. Et quand j'ai créé ma société, je me suis dit, je vais reprendre tout ce que j'ai bien aimé et je ne ferai pas tout ce que je n'ai pas aimé. Et avec l'idée un peu peut-être naïve de vouloir créer un petit peu une société idéale, une espèce d'utopie économique, tout en gagnant de l'argent, tout en étant profitable. Mais c'est ce que j'essaye de faire, ce que je m'efforce de faire. Donc
effectivement, l'essentiel, c'est le bien-être des salariés. Donc, qu'ils soient, qu'est-ce que ça veut dire être bien? Ça veut dire avoir des beaux locaux, être des conditions de rémunération satisfaisantes, mais avoir de la formation aussi. Donc, on fait venir des gens, effectivement, de différents sujets, à la fois de Londres, de Paris, des avocats, des financiers, des profs, vraiment toujours. Moi-même, j'ai été prof pendant plusieurs années à Dauphine ou à l'ESSEC pour transmettre. Donc, effectivement, la formation qui soit toujours meilleure. Et même les juniors, les stagiaires, je les encourage à venir aux réunions, même s'ils vont se coucher 1 heure plus tard le soir, au moins pour voir comment ça se passe et puis pour progresser. Alors effectivement, ça c'est l'aspect formation. Après, bon, c'est tout bête, mais on a des jolis locaux, on a des plantes vertes, voilà, ils sont bien éclairés. Problème d'ascenseur quand même. Voilà. Ascenseur. Oui, bah ça, je ne suis que locataire. Il prend pas les donc, gros. C'est pas moi. C'est pas moi. Et voilà, l'eau, effectivement, on a mis du filtre, c'est un détail, mais plutôt que de prendre des bouteilles d'eau minérales les unes après les autres, on a un filtre pour notre eau. C'est des petits détails. Alors ça, c'est l'aspect. Après, effectivement, je les ai associés au capital. C'est un autre aspect aussi, c'est le partage de la valeur qui est très important. Donc à la fois, je ne suis pas obligé de le faire, mais j'ai mis en place l'intéressement. Je leur ai donné des actions, alors qu'on a monté la société avec 1 000 €. Donc je n'avais pas besoin de capitaux extérieurs pour la monter. Mais quand même, je leur ai donné des actions. Donc ils se sentent vraiment en charge, empowered, comme on dit en anglais, de leur destin. Donc ça, c'est le bien-être au sein de l'entreprise. Après, notre métier, c'est de vendre les sociétés, et notamment les sociétés, les CGP, les sociétés de gestion, les courtiers d'assurance. Donc, quand on vend le cabinet, il y a effectivement une composante très importante sur le SG et le RSE vis-à-vis des investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut montrer que le cabinet qu'on vend a mis en place une démarche. Une démarche à 2 niveaux. Comme moi, une démarche intrinsèque, alors avec plus ou moins de sophistication, monitoring de l'empreinte carbone éventuellement, mais voilà. Enfin, en tout cas, le bien-être des employés, la diversité, donc tout ça c'est important. Ça fait partie d'une section. Quand on présente la société, il y a vraiment une partie pour présenter ce que fait la société. Parce que les investisseurs eux-mêmes, qui gèrent les fonds de retraite ou voilà, des institutionnels, ont besoin de témoigner de cet engagement eux-mêmes dans les investissements qu'ils font. Donc ça, c'est vis-à-vis des fonds qui investissent chez eux. Et puis, vous tous, CGP, vous avez aussi des clients. Et la démarche ESG est aussi importante auprès de vos clients. Et quand vous faites le questionnaire MIFID, il y a des questions qui sont posées. Est-ce que c'est important ou pas pour le client d'avoir un investissement dans tel ou tel domaine ou qui contribue à l'amélioration de la société? Voilà. Donc, et j'aime bien, c'est toujours cet aspect un peu à 360 degrés de la vie. On est dans un écosystème et on y participe à différents niveaux. Donc à la fois vis-à-vis des clients, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des prestataires. Et chacun essaye de faire pour le mieux, quoi. Voilà. Et les salariés, bien sûr, évidemment. Des collaborateurs. Oui. Et associés. Merci beaucoup, Jean-Louis. T'es le dernier. Non, mais moi, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais, toi, chez Orion? Alors, rien, moi, ouais, qu'est-ce que je fais à Orion? Plein de choses depuis que j'y suis. Donc, moi, je suis je suis à gouvernance, je suis directeur général du groupe. Donc, déjà, je suis habité par la chose. J'ai beaucoup travaillé dessus, beaucoup travaillé avec Marc, lors de mes précédents jobs et depuis que je suis chez Orion. Le premier truc, c'est qu'on a tourné le fonds récemment, donc on est sous LBO, avec un fonds d'investissement qui s'appelle Deuxième, avant on était sous LBO avec Ciparex. Quand Ardian est arrivé, le prérequis absolu pour moi et pour mes associés qui partagent les mêmes valeurs que moi, c'était que tout le monde ait des parts de l'entreprise, du capital. Jusqu'à la femme de ménage, qui n'est pas un groupe aux deux qui vient, elle est salariée du groupe, elle a des parts du groupe Orion. Et donc tous les niveaux de l'entreprise ont des parts du capital, qui est la chose la plus précieuse. On n'est pas du tout obligé de le faire, c'est un vrai cadeau. Parfois même les salariés ne se rendent pas compte d'à quel point c'est un cadeau. Mais c'est très important de les associer à l'aventure humaine et au bien social qu'est une entreprise. Donc ça, c'est pour le pilier S au sein de la société. Voilà déjà un premier élément. Ensuite, nous, on a entre les mains l'épargne. On gère quasiment 5 milliards d'euros. Donc c'est pas neutre. Moi, je considère qu'on a une responsabilité
vis-à-vis de ça, parce que l'argent, c'est un pouvoir, au même titre que le pouvoir politique. Le pouvoir financier est un pouvoir qui peut influencer. Et donc chaque jour, j'essaye de mettre des petites graines, comme je suis en train de faire ici, et la raison pour laquelle j'ai invité Marc et cette assemblée pour vous parler, pour agir pour le bien. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire former, tu parlais de formation, nos clients et nos CGP qu'on possède à ce que c'est que l'ESG, leur expliquer la différence entre tel ou tel produit, tel ou tel label, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Le faire aussi de manière insidieuse sans qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de placements sur les marchés, des placements qui sont adossés à des émissions obligataires des grandes banques. On fait attention autant qu'on peut à l'adosser à ce qu'on appelle des green bonds, qui obligent les banques à les utiliser, les financements pour des projets durables. Et ça, en fait, c'est changer le game sans même s'en rendre compte. Donc, à mon niveau, tout ce que je peux faire au quotidien, c'est ça. Du S au sein de ma société, un bien social, ils passent 90% de leur temps. On a des beaux locaux, exactement comme toi. Tout le monde est intéressé. Il y a intéressement, il y a participation, il y a même capital de la société à tous les niveaux. Et ensuite, pour le E, essayer d'orienter le mieux l'épargne vers des investissements qui sont durables. Parce que je rappelle que le réchauffement climatique, c'est une probabilité de 1. Hein. C'est pas des gens qui pensent que c'est le cas versus d'autres qui pensent qu'on se trompe. C'est étayé, circonstancié. Et donc à partir de là, essayer tout le temps de déconstruire la défiance. Et la défiance qui s'est créée récemment à cause de cette grande mode de l'ISR et des labels, hein, avec finalement des Nutri-Score qui ne voulaient pas dire grand-chose. Et qui ont apporté de la défiance auprès des épargnants alors qui sont hyper intéressés par le sujet et auprès des CGP qui veulent plus en entendre parler globalement, hein, si on peut parler franchement. Les épargnants, c'est même pas tant de la défiance, c'est que les épargnants, c'est flou. Enfin, déjà, ils comprenaient pas bien ce que c'était. Enfin, l'ISR, si on va dans la rue, on va pas trouver quelqu'un qui sera. Mais c'est pas satisfaisant non plus, hein, de toute façon. Donc, je suis bien d'accord. Moi, je trouve que il y a quelque chose aussi que je trouve remarquable, c'est effectivement le partage de la valeur et de faire comme ça un actionnariat. Et je voudrais dire que bon, ça existe aussi dans les grands groupes, mais que c'est à ce moment-là qu'il faudrait éduquer. Moi, je vois beaucoup. Enfin, nous, on essaye d'accompagner. Enfin, on a des plateformes de formation et tout ça gratuites. Mais c'est au moment où un jeune va arriver dans la vie active et qui va être, parce qu'il rentre chez vous, il va devenir actionnaire de la société, que aussi des mécanismes qui n'ont pas été vus dans leur scolarité de financement, hein, c'est à ce moment-là qu'il faut les éduquer. Donc, voilà, c'est remarquable. Alors moi, je vais avoir un discours un petit peu discordant, mais bon, ça fait 25 ans que j'accompagne des transactions de M&A, alors c'est plutôt des PME, PMI, voire des licornes plutôt industrielles sur des territoires. Je suis très présent dans le nord de la France. Il n'y a pas que de la distribution, il y a aussi encore beaucoup d'industrie. Alors moi, j'étais un peu circonspect sur le titre parce que au quotidien, c'est un sujet que je trouve un peu tarte à la crème. Pour autant, pour les boîtes qui sont celles que je côtoie au quotidien, je me rends compte que c'est plus du BSP que de l'ESG, hein, bon sens paysan ou bon sens pratique. Beaucoup de chefs d'entreprise ont déjà fait de l'ESG sans le savoir, tout simplement en maîtrisant leur coût d'énergie. Leur consommation d'eau, toujours dans la frugalité, parce qu'en fait c'est quelque chose qui leur permet de payer moins cher et donc d'avoir des charges moins importantes. Après, c'est plus facile de parler de gouvernance quand on est dans un groupe avec des gens qui sont en haut et qui font que passer et qui peuvent imprimer une certaine forme de philosophie à leur passage. Quand on parle dans un groupe familial, la gouvernance est souvent plus compliquée à mettre en œuvre. Pour autant, c'est parfois ceux qui sont le plus impliqués dans des groupes, alors pour le Nord, plutôt religieux, mais voilà, qui s'investissent et qui se posent des questions et pour lesquels le mot éthique n'est pas un gros mot, hein, en général. Moi, ce que je pense aujourd'hui, et je pense que ce qui est intéressant, et c'est un peu le débat qu'on a eu là,
par rapport au CGP, c'est qu'ils ont ils ont une porte d'entrée qui est très intéressante avec le chef d'entreprise. Pour beaucoup de leurs clients, ce sont des chefs d'entreprise. Pas majoritairement, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est de pouvoir passer ce message. Ces chefs d'entreprise-là sont sensibles à ces critères-là, mais qui sont des critères de bon sens. Et je pense que les CGP peuvent, par le biais de leur échange au quotidien, favoriser et essaimer comme on le fait ce soir, en fait. Voilà. Et ils ont l'épargne dans leurs mains, bien sûr. Ils ont une responsabilité. On a tous une responsabilité. Rendre compte parce que les gens comptent sur nous. Les autres, merci beaucoup. Tout le monde a parlé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, je rajouterais juste une petite chose. La responsabilité, elle est énorme, en fait, de flécher et de guider l'épargne des Français ou autres. Donc, c'est une responsabilité et c'est un pouvoir d'influence qui est énorme. Donc, si on veut faire le lien avec éthique, en fonction de ce qu'on va dire, le pétrole, c'est bien, c'est pas bien, les éoliennes, c'est super bien, mais en fait, c'est pas bien, la défense, attention, les grands méchants. En fonction de ce qu'on dit, on peut faire de graves erreurs au final sur la façon dont on oriente l'épargne des clients finaux. Donc l'éthique, elle est vraiment là aussi. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal et comment on justifie et quelle est la trace d'audit? Pourquoi Total n'est pas bien? Pourquoi Total est bien? Pourquoi le nucléaire c'est bon ou pas bon? Donc on a un vrai devoir, avec une telle responsabilité, on a un vrai devoir d'être clair et transparent sur les raisons de l'orientation de l'épargne ou de tel ou tel produit. Et je trouve que c'est vraiment ça l'ESG, c'est d'être clair et transparent là-dessus. Ouais, complètement. Alors, si je peux rajouter un mot, du coup, c'est un sujet qu'on a eu. Moi, j'étais chez Société Générale avant d'être chez mon dernier job était chez Société Générale et on se posait typiquement ces questions dans le monde de l'asset management sur est-ce qu'on finançait les armes, pas les armes, l'énergie, pas l'énergie, etc. Et ça, c'était avant. Bah, je suis plus chez Société Générale en tout cas. Oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, les banques, ils vont vraiment dans le financement énormément. Ouais, mais on y est allé chez AG, je vais vous dire comment. Mais on y est allé chez Société Générale et je vais vous dire comment. Parce que moi, par exemple, personnellement, qui suis habité par ces sujets, je trouve ça bien. Mais après, ça, c'est personnel. L'armement, donc prenons-le typiquement. Dans la société de gestion de Société Générale, vous aviez en gros 50% des gens qui étaient contre et 50% des gens qui étaient pour. Pour des raisons qui étaient valables et recevables tout autant. Et en fait, on devait trancher sur ce qu'on faisait dans nos fonds et en fait ce qu'on faisait de l'épargne qui nous était confiée finalement. Et c'est des sujets qui sont insolubles. Et c'est là que j'ai eu l'idée et que j'ai beaucoup travaillé avec Marc pour créer un comité d'éthique au sein de la Société Générale qui réunissait des philosophes, qui réunissait des activistes, qui réunissait, vous aviez Brendan qui est là, en faisait partie, qui est le directeur de la RSE de Société Générale. Qui nous fait le plaisir d'être là, merci. Qui réunissait, on a fait venir un général de l'armée. On avait évidemment le top management de la banque. Et voilà, le sujet était débattu pour questionner et lever toutes les zones d'ombre afin de prendre une décision éclairée qui allait décevoir certaines personnes, qui allait plaire à d'autres, mais au moins on pouvait le justifier, on pouvait le défendre, on pouvait l'expliquer. Voilà. C'est ça qu'on a fait, c'est ça qui est hyper important quand Marc disait se questionner toujours plus. C'est le rôle d'un dirigeant, c'est de toujours remettre en question ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Pour moi, c'est vraiment primordial. Et donc voilà comment on a fait pour réfléchir à ce genre de sujet. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que je sais qu'il y a un cocktail, David me dit, ils ont faim et tout. Ils ont soif surtout. Alors, et vous pouvez, il y a Marc aussi qui répond aux questions si vous voulez. Il est là. Un micro, je fais le passe-micro. Moi. Alors, j'ai également eu un parcours dans les grandes entreprises et depuis 20 ans, je suis seul, donc je suis CGP plus indépendant, on n'a plus le droit de dire, mais bon. Mes clients sont uniquement des particuliers. Alors, je crois la problématique de la réglementation, c'est la réglementation cherche à structurer, à standardiser et schématiser, créer des grilles de lecture communes à imposer à tout le monde. Et à partir de ça, créer des ratings, des classifications, etc. Or, le plus souvent,
quand je rencontre quelqu'un, j'ai historiquement toujours commencé à le questionner par rapport à ce qui lui est cher. Et à partir de ça, déjà, on dégage un certain nombre de critères et sensibilités. Et souvent, ce sont effectivement des trucs que plus tard, dès maintenant, on appelle ça ESG, ou ça rentre quelque part dans ces trucs-là. Donc, ce que je vais juste résumer, c'est que il y a 10 ans, j'avais ma propre démarche à cet égard, avec des PowerPoints, ces résumés, machin, etc., pour faire un peu de... pour créer pour passer des notions, des compréhensions, pour améliorer la compréhension sur certains trucs chez les clients. Aujourd'hui, je suis confronté donc à un certain formalisme qui est beaucoup plus complexe à faire et qui nécessite une demi-heure, peut-être, voire plus, avec certains clients pour leur expliquer et pour les faire réfléchir ceci, cela, etc. Donc, voilà, donc je trouve, voilà, la problématique, c'est effectivement ça, c'est la confrontation de ce que monsieur tout le monde qui n'est pas forcément très à l'aise sur la finance, parce qu'il est, je ne sais pas quoi, ingénieur ou médecin ou quelque chose, mais il a des sensibilités, il a toujours eu. Et sauf qu'à l'époque, la réglementation ne s'est pas trop intéressée à cet aspect-là. Et aujourd'hui, on subit cette espèce de surréglementation parce que qui nous alourdit énormément le travail. Alors, je parle pour un petit CGP. Je n'ai pas un cabinet de 30 personnes ou comme une banque qui a tout un service informatique avec un tas de responsables déontologie et informatique, machin, etc. Donc voilà. Mais je crois qu'on a dit qu'on parlait vrai à cette table ronde. Si vous me demandez quelle est la meilleure protection des épargnants français, je vous dirais c'est d'abord de mettre un programme d'éducation au lycée, par exemple, sur les mécanismes financiers. Parce qu'aujourd'hui, déjà, les gens, faut qu'ils comprennent l'ESG, mais ils ne comprennent même pas les mécanismes financiers de base. Donc voilà, je suis absolument d'accord avec vous. Moi, je trouve passionnant les rapports de durabilité, mais pour un investisseur individuel qui investit dans une société cotée, je suis bien certaine qu'il n'y en a pas un qui va lire le rapport de durabilité. Et c'est aussi maintenant les axes de travail. Ça paraît aberrant, mais aujourd'hui, on développe, donc là, je reviendrai vers toi, des technologies pour le langage clair, c'est-à-dire qu'on retire des mots qui ont été, parce qu'on est aussi dans une société très judiciarisée, puis alors dans l'immobilier, je pense que vous connaissez bien ça, où chacun doit se protéger, donc du coup ça devient incompréhensible. Donc du coup, on fait maintenant des startups pour le langage clair qui vont enlever des mots pour que ça redevienne clair. Mais on est bien d'accord, la meilleure protection... qui enlève des mots, je suis peut-être un petit peu réductrice, mais qui retravaille les documents qui simplifie. Nous, on fait des formations tout le temps, et notamment, on a fait des formations spécifiquement sur les femmes, sur l'investissement durable. On avait 58% qui avaient Bac plus 5, 18% PhD. Donc vous voyez, c'était vraiment des gens qui ont eu un parcours qui n'avait rien de financier. Donc du coup, il fallait reprendre les questions de base. Et à la fin, ce qu'elle nous disait, c'est bien, je vais pouvoir aller voir mon conseiller financier et pouvoir exprimer mes besoins. Donc je suis d'accord complètement avec vous. Je voudrais ajouter qu'il n'y a pas besoin d'éduquer seulement les lycéens, il faudrait aussi éduquer nos députés. Mais là, je suis encore d'accord avec vous. Alors, en fait... Au Sénat qui sont tout à fait, qui ont le bon sens paysan. C'est l'Assemblée nationale, par la bordélisation. Alors, en fait, si on revient sur je dirais le terrain de l'impact des réglementations pour vous, en fait, qui gérez la relation entre l'épargnant et le monde de l'investissement, oui, il y a eu une inflation réglementaire. Alors, cette inflation réglementaire, on la retrouve, donc il y a eu MiFID, il y a eu la standardisation du devoir d'entrer en relation, il y a la prise en compte des critères ESG.
En fait, c'est à double tranchant. Si ça a été mis en place, je dirais, c'est comme les feux rouges, c'est parce qu'il y avait des gens qui traversaient n'importe comment. Voilà. Donc il y a cette espèce de besoin du cadre, ok, il y a ce besoin du cadre. Et puis ce qu'on voit, donc, c'est ces acteurs qui enlèvent des mots ou qui simplifient. Parfois, ce sont des solutions qui vont permettre qui vont arriver et qui vont sortir des outils standards qu'on a l'habitude d'utiliser et qui vont permettre d'automatiser certaines actions et du coup de redonner du temps à la relation conseiller-client. C'est la visée de la plupart de ces solutions-là qu'on appelle des startups ou des fintech. C'est à la fois, je dirais, alors là on est à mi-chemin entre l'éthique et le respect du cadre établi. On s'appuie sur le cadre établi, on va un peu au-delà et on a le temps de reprendre l'écoute du client. Et tout à l'heure, Marc, moi, la définition de l'éthique me fait quand même me fait furieusement penser à la définition de l'innovation. On sort du chemin préétabli ou en tout cas on s'appuie dessus pour aller un peu plus devant, aller un peu plus en avant. C'est ce qu'essayent de faire ces fintech. Alors parfois bien, parfois de façon un peu erronée, mais c'est effectivement. Alors bon. Compte tenu de la façon dont notre monde évolue, la vitesse à laquelle il évolue, l'inflation de règles, de normes, oui, il y a de la simplification, parfois elle n'est pas bienvenue. Il y a aussi des outils qui tendent à expliquer aux clients, alors au-delà de, je dirais, tu en évoquais, d'EducFin qui ont essayé d'ajouter de l'éducation financière au fil du parcours, qui n'ont pas réussi, je dirais, à trouver leur audience, je dirais même pas dans les outils les outils standards pour la relation avec le client, mais même au-delà, un peu plus en amont sur la partie privée et autres. Ces outils-là qui étaient peut-être trop innovants ne se sont pas déployés et on a toujours ce gap et ce fait que à la fois la sensibilisation à la diversification, la possibilité de ne pas allouer toute son épargne ou ses investissements sur... Alors là, je parle du retail, je suis désolé, je ne parle pas des problématiques bénéficiaires effectifs pro, personne morale, mais vraiment personne physique. On a le double ce que vous évoquez, cette espèce de double problème de devoir être plus outillé parce qu'on y est réglementairement obligé. Et donc du coup, au fait, avoir un temps dans la relation client qui est dévolu au processus et garder l'écoute du client de ses besoins propres, de ce qu'il voudra transmettre, de ce qu'il voudra générer pour éventuellement s'il le souhaite après, le transmettre pour les générations futures. Et c'est à ça que d'une certaine façon répondent les formations la formation à la fois des conseillers et la formation d'éducation financière et les outillages. Et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place ou en tout cas à travers de démocratiser ou de rendre accessible à travers des solutions qui parfois prennent des raccourcis ou enlèvent des mots pour rendre intelligibles des problématiques un peu compliquées. Jean-Louis. Aussi un petit point qu'on peut faire aussi à notre niveau tous en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on a le droit aussi au mécénat et il ne faut pas l'oublier. Donc on peut aussi allouer une partie de notre impôt directement à des causes. On peut flécher nos taxes professionnelles vers des écoles et puis une partie de notre impôt sur des causes, celles qui nous tiennent à cœur, quoi. Il ne faut pas oublier de le faire parce que ça c'est facile. T'as entendu? On est bon, David? Des questions? Bien sûr. Vous voulez un micro? Non, je vais essayer de m'exprimer de façon audible. En fait, je voulais revenir sur un constat qui nous a été présenté par un certain Robert Ophel au début de Patrimonia la semaine passée. Et en fait, il parlait, il disait, je crois de mémoire, qu'on était soumis à des injonctions contradictoires. Donc, je me suis demandé si, en conclusion de ces propos, si ce n'était pas une dissonance cognitive
veux dire par là que la masse, en fait, de Green Deal et tout ce qui s'y rattache, sur lequel Stéphane Séjourné me semble avoir fait un constat également, eh bien, se traduit par une baisse massive de la collecte des acteurs du financement durable, enfin, selon ses propos. Alors bon, je comprends, il y a une question d'éducation, mais la sous-réglementation effrénée est calamiteuse au sens où elle va à l'envers de la satisfaction des besoins du point de vue des critères ESG. Enfin, j'entends par là, sachant, enfin, de son point de vue, on peut je pense que c'est certainement de la vidéo, on peut l'écouter, mais il a appelé la Commission européenne à mettre un stop de façon à ce que l'objectif puisse être atteint. Voilà. Alors, je m'arrête là par rapport comment dirais-je, pour parler simplement de faits concrets. J'ai plus les chiffres en tête, mais les masses sont absolument sidérantes. Sur la décollecte? Ah oui, la décollecte. Moi, j'avais les acteurs des articles 8-9, ouais. parce que le reporting granulaire. On va donner la parole à notre président. Du travail de pédagogie supplémentaire à faire, mais Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans le plan de le Simplification Act, il s'agit de desserrer certains étaux, mais c'est un projet qui n'est pas encore validé et qui, effectivement, si c'est la première version du Simplification Act, fait très très peur à tout l'univers de l'investissement durable, puisque l'idée, c'est de dire, plutôt que de faire être contrainte 80% des entreprises de l'Union européenne par des règles ESG, on inverse, et ces 80% ne le seront plus, n'auraient plus à respecter de critères RSE, et il serait interdit même aux sociétés qui, elles, en respecteraient, d'imposer des remontées de données RSE à celles à qui on interdit de mettre la pression là-dessus. Et dans les entreprises cibles principales, toute entreprise qui aide au financement d'une autre entreprise n'aurait plus le droit d'être enquiquinée par de la RSE. Donc ça, c'est effectivement ce projet qui a été posé sur la table et qui fait que tout le monde commence à paniquer un peu. Ceci dit, c'est un premier projet, c'est pas ce que ce sera au bout, mais effectivement, c'est ça qui s'est mis à faire peur. Alors, on s'entend bien, le problème, c'est l'ESG qui était tellement normé qu'il devenait absolument ingérable. Donc c'est pas l'ESG en tant que tel et c'est pas l'éthique, mais effectivement, ce truc renverserait la table. Et c'est là qu'on dit on a des injonctions contradictoires, puisqu'aujourd'hui nous sommes toujours contraints de respecter les règles ESG très lourdes. Je rappelle d'ailleurs que les Belges refusent de qualifier un fonds article 9. Ils refusent de qualifier un fonds article 9 tant qu'ils n'auront pas d'institut capable de garantir aux régulateurs que la quantification de l'effet est certaine. Voilà. Donc effectivement, on a tous ces sujets-là sur la table à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera. Ça veut dire qu'on vient de poser quelque chose sur la table qui en effet repose la question dans l'autre sens, en disant est-ce qu'en fait on n'a pas pris le problème d'une mauvaise façon, et que du coup tout le monde se demande mais est-ce qu'ils vont pas juste tout casser de ce que l'on a fait. C'est pas fait. On est dans les toutes premières consultations ont commencé avant l'été. Donc, et je ne crois pas qu'il y ait de décollecte massive. Hein. Je pense qu'il y a un peu de massive. En fait, le problème, c'est que les hein. chiffres de l'AMF ne sont pas tout à fait exacts. Ils oublient une donnée majeure. Et moi, je m'arrêterai là. La donnée majeure qu'ils oublient, c'est que quand ils disent que tout le monde est intéressé par l'ESG, ils oublient la première question qui est posée dans plein d'autres études. Quel est ce qui dicte principalement votre investissement? Et dans ce cas-là, toutes les études disent sur 40% sécurité, ensuite rentabilité, ensuite ESG. Et ce que l'AMF voit, c'est 17% des gens l'ont fait, dont 70% sont satisfaits. Ce qui revient à dire que 12% des gens font de l'ESG. Non, il dit, mais non, le critère de rentabilité, mais non, mais je parlais juste parce que il me semblait qu'il n'y avait pas un fonds souverain suédois ou nordique qui a dit que lui, justement, oui, voilà, le front norvégien. Oui, bien sûr. Non, mais alors, est-ce qu'on a des collectes? On a beaucoup de grands institutionnels qui sortent, et notamment les Américains qui interdisent le net zéro à certains, qui créent un peu foutu le bazar, pour le dire autrement. Mais la rentabilité n'est en aucun cas incompatible avec l'ESG, parce que je vous rappelle que le réchauffement a une probabilité de 1. Donc tous ceux qui se cachent les yeux n'iront pas très loin. Merci beaucoup.